Cette histoire a démarré pour moi il y a à peine plus d'un an maintenant, quand j'ai été affecté pour mon travail à l'ambassade de France en Égypte, et où ma mère a, on peut dire, exhumé d'un fonds de bibliothèque tout un paquet d'archives en disant « Tiens, je vais te montrer ». Elle-même ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Je vais te montrer l'histoire de notre ancêtre. Donc c'était son arrière-grand-père à elle, qui a travaillé en Égypte au temps du canal de Suez. Alors tout ça était dans une sorte de légende qui gravitait un peu dans la famille, mais uniquement orale. Et là, tout d'un coup, cette légende s'est transformée à un moment donné en une réalité tangible avec des vrais documents. Alors on a exhumé ces documents, on a regardé ce qu'il y avait dedans, et on a eu en fait ce que j'appellerais un peu les bribes d'une vie. On n'a pas eu une vie complète, mais on avait des éléments permettant déjà de reconstituer, sur la base de ce que j'appellerais un puzzle, réassembler quelques pièces de ce puzzle, avec beaucoup de vide. Et il s'est avéré donc que cet arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait dans la famille Henri à la Denise, a été ingénieur sur le canal de Suez au moment de sa construction, sur une période entre 1863 et 1870, que cet arrière-grand-père est resté en Égypte ensuite et a continué de travailler sur le canal d'eau douce Ismaïlia entre 1870 et 1872, qu'il est rentré se marier en France, qu'il est revenu avec sa jeune épouse et est resté au Caire encore 2 années, où il a travaillé avec Pierre Grambet au plan d'urbanisme du Caire moderne, du Caire européen, qui était en cours de transformation, où lui a été chargé de ce qu'on appelle le nivellement général du Caire pour cette année-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil de mes recherches, en fait, j'ai découvert que non seulement on avait des documents administratifs qu'on a pu retrouver concernant cet arrière-grand-père, notamment des documents administratifs ici en Égypte même, puisque sa fille, mon arrière-grand-mère, est née au Caire en 1874, et j'ai pu retrouver dans les registres d'une des paroisses catholiques du Caire son acte de baptême. On a pu aussi découvrir, alors, chose plus intéressante, qu'il avait publié lui-même des opuscules, des ouvrages, qu'il avait fait imprimer dans la ville où il a résidé ensuite en France, à Vichy. Il a donc imprimé, et là on a retrouvé les documents, un opuscule sur un projet qu'il avait, qui ne s'est jamais réalisé, de nivellement général de l'Égypte, qu'il avait proposé au Khedive Ismaïl, donc relevé topographique de l'Égypte. Hein. Et il avait par ailleurs publié les résultats du relevé topographique de la ville du Caire, qu'il avait effectué en 1874. Et donc ces documents existent, on les retrouve, et ils sont aujourd'hui dans les bibliothèques en France. Le fond existait, il était inconnu, et il a été redécouvert en fait à cette occasion. Seulement, ils étaient au fond de bibliothèque oubliés, et ils ont même été sauvés d'une décharge publique, pour dire la vérité. Ma mère avait fait à un moment, lors d'un déménagement, et dans ce fond, il y a beaucoup de photos, notamment, des photos d'époque, des photos du chantier du canal, des documents que je considère moi exceptionnels. Certains sont annotés, donc on trouve même l'identité du photographe qui a pris les photos. Comme par exemple, j'ai en tête 2 photos des baraquements du chantier, probablement d'El-Kantara, je pense, parce que c'est là où lui a même travaillé, où on voit la signature du photographe Cuvier qui, en 30 mars 1967, a pris ces 2 photos. Je trouve assez exceptionnel de pouvoir dater exactement, situer l'endroit où les choses sont passées, avec en plus le nom du photographe qui a pris la photo. Enfin, on n'a pas de lettres, malheureusement. Par contre, on a un document assez exceptionnel sur les travaux du canal d'eau douce Ismaïlia. On se rappelle que le canal d'eau douce Ismaïlia a d'abord été inclus dans la concession de Fernand de Lesseps, rétrocédé ensuite à l'Égypte en 1866, et l'Égypte a eu à sa charge à effectuer les travaux à ses frais du canal. Et ces travaux ont mis beaucoup de temps à être effectués. Et on sait que mon arrière-arrière-grand-père, pendant la période où il travaillait sur la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, entre 1963 et 1970, a eu à travailler sur la partie Zagazig, Gassassine du canal. Mais on sait surtout, et là, pour le coup, c'est documenté, qu'il est revenu ensuite au titre des Égyptiens. Il était probablement employé du gouvernement égyptien à ce moment-là. Entre 70 et 72, qu'il est revenu travailler cette fois-ci avec l'entreprise de Félix Papono,
sur la portion qui avait été sous-traitée à Félix Paponneau et sa société pour remplir cette tâche de la construction du canal. Et probablement à la fin du contrat de la compagnie Paponneau en 1872, il a reçu un album photographique, 23 photos, des photos authentiques avec les annotations manuscrites de Félix Paponneau sur les travaux du canal d'eau douce. Et à ma connaissance, après en avoir discuté avec plusieurs chercheurs qui se sont spécialisés sur les travaux du canal d'eau douce, cet album est unique en tout cas dans sa version intégrale. Certaines des photos sont connues, indépendamment les unes des autres, mais la version intégrale de l'album n'est pas connue. En tout cas, et donc on l'a retrouvé au fond de ces archives. Donc on a exhumé quand même des choses qui sont des vrais documents. De même, on a retrouvé dans ces archives un album de photos souvenirs. Alors là, c'était vraiment la collection que Henri Ladenise a lui-même récoltée au gré de ses visites. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces photos sont des petites photos, des petits formats, nous renseignent non seulement sur les épisodes de la construction du canal, il y a plusieurs photos qui sont de cette période-là, mais en même temps nous rapprochent du personnage. C'est-à-dire que c'est une manière de se rapprocher de l'individu lui-même. On voit ce qu'il a visité, on voit à quoi il s'intéressait. À titre d'exemple, cet album de photos souvenirs rassemble beaucoup de photos d'Égyptiens eux-mêmes, des ouvriers, des gens de la rue, et vous avez comme ça une quinzaine, presque une vingtaine de photos des gens de la vie de tous les jours, des Égyptiens de la vie de tous les jours, qui ont posé. On est quand même dans les années 1870, donc ce n'est pas des instantanés pris dans la rue, des gens qui ont posé, mais on voit les petites personnes de la vie de tous les jours en Égypte. On voit aussi les endroits qu'il a pu visiter, donc quelques photos d'Alexandrie. C'est très intéressant de retrouver, quand on connaît un peu Alexandrie aujourd'hui, l'obélisque, l'aiguille de Cléopâtre, dressée sur la place, là où elle n'est plus aujourd'hui, alors qu'elle est maintenant à Londres et l'autre à Central Park, à New York. C'est très intéressant de revoir cette Égypte qui a un peu disparu, qui a été transformée, telle qu'elle était, telle que lui l'a vue à ce moment-là. Lui, il est né en 1840. Il meurt en 1848. Il fait partie un peu de ce que j'appellerais, moi, ces ingénieurs qui ont voulu diffuser le progrès dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. Un peu à l'image des Saint-Simoniens. Il était probablement pas très loin, d'ailleurs, je pense, du mouvement des Saint-Simoniens, parce qu'il a beaucoup travaillé dans sa période de formation avec Paul-Adrien Bourdalouet, qui a été donc celui qui a piloté ce qu'on appelle le nivellement général de la France entre 1855 et 1862. C'est-à-dire qui a fait donc la carte topographique de la France, alors soit dit en passant, erronée à l'époque, mais peu importe. Il a travaillé donc sur le territoire français, il avait 15 ans quand il a démarré, donc il faut imaginer, je pense, un jeune homme encore un peu apprenti qui va apprendre un métier, qui va réellement être porté par un mentor. Eux-mêmes sont originaires de la même ville de Bourges d'ailleurs, donc j'ai retrouvé la tombe de Bourdalouet, j'ai retrouvé la maison où habitait mon arrière-grand-père quand il est né. J'ai retrouvé son acte de naissance, son acte de baptême, donc ça c'est documenté. À la fin donc des travaux du nivellement général de la France, pendant lesquels on voit d'ailleurs qu'il démarre probablement à un niveau très bas et que petit à petit il devient ce qu'on appelle lecteur, donc il travaille avec les équipes qui sont vraiment sur le terrain et pas simplement, on voit quelqu'un qui se forme, tout simplement, un apprenti qui devient presque un ingénieur. Paul-Adrien Bourdalouet lui fait passer le concours de ce qu'on appelle les conducteurs de chantier des ponts et chaussées. Alors, il ne s'agit pas de conduire des grues, il s'agit de diriger un chantier, en fait. Donc, c'est des ingénieurs. Et donc, il passe ce concours et Paul-Adrien Bourdalouet va ensuite l'inciter à poser sa candidature à la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, qui recrute 63. On est en juillet 63. Et là, on voit dans le dossier du recrutement de Henri Ladenise, on le voit qui donc dépose sa candidature, une candidature ouverte. On voit la lettre de soutien de Paul-Adrien Bourdalouet à la compagnie de Suez disant que c'est un excellent candidat qui a passé le concours, etc. Donc on retrouve tout à fait sa carrière. Et on voit donc un jeune homme qui là va à 22-23 ans. Il n'a pas encore tout à fait les 23 ans d'ailleurs à ce moment-là, qui va donc être recruté et partir, alors qu'il n'a jamais quitté sa France, il va partir en Égypte
et on le retrouve en septembre 63. Je crois que la motivation, il ne faut quand même pas aller chercher non plus très très loin. La motivation, c'est il suit son mentor en quelque sorte. Bourdaloué lui vante l'Égypte, ses travaux. C'est quand même, il faut imaginer, je pense aussi que 63, les travaux sur le canal ont commencé depuis 4 ans à peu près. C'est toute une aventure. J'imagine que dans les médias de l'époque, c'était quelque chose qui était quand même très vanté. C'était le génie français à l'œuvre. J'imagine tout à fait un jeune de 20 ans avoir envie d'y participer, tout simplement. Et puis, n'oublions pas, on est en même temps avec Paul-Adrien Bourdaloué, avec quelqu'un qui a été dans la mouvance des Saint-Simoniens. Donc cette idée des grands travaux d'infrastructure à porter, cette idée de porter le progrès. On imagine tout à fait que lui-même a été dans cette propre mouvance avec son mentor et qu'il s'est tout simplement, il a suivi la trace qui était déjà tracée par Paul-Adrien Bourdaloué. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors pour le coup, dans des écrits ultérieurs, notamment quand il va publier son mémoire pour proposer au Khedive Ismaïl de procéder à un nivellement général de l'Égypte, il se réfère encore à son expérience de Bourdaloué. Donc on voit tout à fait, il est porté encore, alors qu'il a déjà de l'expérience maintenant, il est porté par cette formation, par ce mentor qu'il a amené en Égypte, en quelque sorte. Et on a l'image en fait de quelqu'un qui est tombé amoureux de l'Égypte en fait. Alors je dis ça, là encore, on n'a pas de document écrit qui dit où il vante l'Égypte à sa famille. Non, on n'a pas cette correspondance malheureusement. Par contre, on a suffisamment d'éléments dans ce qu'on a pu retrouver pour être sûr qu'il est tombé amoureux de l'Égypte. Je veux dire, un exemple simple. D'abord, il est resté plus qu'il n'aurait pu rester. Après l'expérience du canal, il est resté sur le canal d'eau douce. Après le canal d'eau douce, il est resté au Caire. Il a fait venir quand même sa jeune épouse qu'il a épousée en France en 72 et qu'il a ramenée en Égypte. Et ça, vous avez une légende sur l'arrivée de la jeune épouse? Non, on n'a pas de légende du tout. Malheureusement, je pense qu'à cette époque-là, la vie de la femme était peu documentée. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça sur ses propres beaux-parents à lui, sur sa mère à lui. On a l'identité, mais la vie du beau-père, par exemple, on l'a détaillée. Il a reçu la Légion d'honneur, il était soldat, il a reçu la Légion d'honneur au combat. Son épouse est totalement dans l'ombre du mari. Sa mère à lui, c'est pareil, on a une identité. On sait qu'elle est veuve quand il va se marier en 1072 avec donc sa jeune épouse Pauline Mitou, mais on ne sait rien de sa vie du tout. On sait juste qu'elle était l'épouse de un tel, Jean-Baptiste Aladenis, son mari, le père donc de mon ancêtre. Et du coup, donc, non, on n'a pas vraiment de vrais renseignements sur la propre vie de Pauline Mitou, de Pauline, donc Aladenis, sa femme, à ce moment-là. Par contre, on sait que leur fille naît ici, leur première et unique d'ailleurs enfant, va naître au Caire. J'ai tendance à penser que c'est d'ailleurs à cause de cette naissance de sa petite fille en 1874 qu'ils sont rentrés en France après. Je pense que les conditions d'hygiène ont dû faire qu'à un moment donné, il a fallu se décider est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, mais bon, je pense qu'ils sont rentrés à cause de ça. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont rentrés avec une part d'Égypte dans leur cœur, parce qu'ils ont habité à Vichy ensuite, et sur ces années qu'ils ont passées à Vichy, d'abord il s'est fait construire sa villa, qu'il a baptisée Villa du Nil. Ensuite, ils ont investi dans la pierre à Vichy. Ils ont acheté deux autres villas, une qui a été baptisée Villa de Suez, l'autre Villa du Caire. Alors j'ai retrouvé à Vichy cet été d'ailleurs des traces de ces villas, mais plus les villas elles-mêmes. Elles ont malheureusement disparu. Par contre, la Villa du Nil, dans les archives de la ville de Vichy, on retrouve encore une sorte de croquis d'architecte de la façade de la villa. Donc c'est assez émouvant de retrouver. On voit l'endroit où elle était, par contre l'endroit existe toujours. Mais la mémoire de la villa maintenant n'est plus que dans des archives malheureusement. Et donc, autre exemple, autre raison qui laisse penser que l'Égypte est restée son expérience presque vitale, j'ai envie de dire, c'est le fait qu'ils avaient un petit chien. Alors c'est banal de dire ça, un petit chien, ma fille a envie d'avoir un petit chien, seulement eux, ils l'ont baptisé Aïda. Et je vais vous dire que quand on voit une photo, quand il est rentré en France, il était toujours ingénieur géodésique, il a mené plusieurs travaux, et notamment sur le canal de Manos, qui est un canal d'irrigation agricole, et on voit en 1882 une photo où il trône
lui, son épouse et 2 ouvriers qui étaient avec lui pour faire le relevé topographique. Et au milieu, devant le trépied du niveau à eau, on voit le petit chien Aïda qui est là. Donc c'est très amusant. Et ce qui est amusant, c'est que la photo est une belle photo d'ailleurs légendée, avec l'identité de chacun des personnages de la photo, y compris celle du petit chien. Donc c'est des éléments comme ça qui vous disent, oui, l'Égypte, on est en 1882, ça fait 7 ans qu'il est rentré, l'Égypte est toujours là un peu avec lui. Voilà. Et c'est ça, j'avoue que c'est toujours des éléments qui font... Bon, quand on habite maintenant, comme c'est mon cas en Égypte, on se dit qu'on va faire un peu comme lui, qu'on va ramener un peu d'Égypte avec nous, parce que c'est difficile de pas... Rester toujours voilà. présent dans votre famille, finalement. Ben, finalement, oui. Il a terminé sa vie. Alors, il est resté voyageur. C'est pas quelqu'un qui est resté planté dans sa ville et puis qui a essayé de travailler là où il habitait. C'est quelqu'un qui très vite donc a dû d'abord se réinstaller en France, parce que quand vous avez passé quand même pas loin de plus de 10 ans de votre vie dans un autre pays, il va falloir trouver ses marques. Donc il ouvre un cabinet d'ingénieur géodésique à Vichy, et puis il va faire comme tout le monde aujourd'hui la chasse au contrat. Hein. Et on le voit qu'il travaille, donc il va faire le canal de Douce à Manosque, il va faire le relevé topographique de la ville de Dijon, du canal de Bourgogne. On le retrouve à Clermont-Ferrand, où là il publie les résultats de ses travaux, et qui sont donc à la bibliothèque des patrimoines de Clermont-Ferrand. Et ce qui est là aussi très émouvant, c'est qu'on retrouve dans la ville de Clermont-Ferrand d'aujourd'hui quelques-unes des petites plaques en fonte qu'apposent les géomètres, quelques-unes de ces plaques en fonte d'altitude dans certains angles de rue. J'en ai retrouvé là cet été quand j'ai fait mes recherches, et j'avoue que c'est toujours très émouvant de se dire, tiens, là c'est mon ancêtre qui avec son petit marteau en fond a posé les plaques de fonte dans ces villes de Clermont-Ferrand. Je me prête à penser qu'il y en a peut-être encore qui traînent au Caire quelque part, puisqu'il a fait ces mêmes travaux de relevé topographique. Mais quand vous voyez dans le petit opuscule qu'il a publié sur ses travaux topographiques au Caire, qui sont d'ailleurs aussi conservés à la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ferrand, là vous avez... non, je me trompe, c'est à Gallic, c'est sur Gallica que j'ai trouvé celui-là. Et là, malheureusement, on voit que les indications sur les lieux où ces relevés d'altitude ont été apposés sont des indications qui sont ou liées à une personne qui habitait dans une maison à tel angle de rue, dont on tout laisse penser qu'elle a disparu. Donc, sur le Caire, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué de retrouver les traces de ces travaux. Cette trace, c'est ce petit livre, ce qui est déjà en soi très émouvant de retrouver... le relevé de tous les repères d'altitude qu'il a pu apposer lors de ses travaux en 1874. En fait, ils suivent l'enquête, parce que c'est depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, c'est une vraie enquête. Hein, c'est une enquête avec quelques éléments de repère, et puis c'est une enquête avec des éléments à reconstituer, donc que ça a été retrouvé, ces traces à Bourges, à Vichy, à Clermont-Ferrand, à Roubaix pour les archives de la Compagnie universelle du canal maritime. Ça a été donc... ils ont suivi, en gros, on me demandait « Papa, où tu en es de l'enquête ?» Ou alors je leur disais « Vous savez, j'ai retrouvé encore quelque chose. » Et donc petit à petit, effectivement, c'est une mémoire que... Mon objectif à moi, c'est que cette mémoire se répande dans la famille et qu'ils se l'approprient eux-mêmes, puisque c'est leur ancêtre à eux. On rajoute juste un arrière de plus, mais ils ont un peu de sang égyptien. Comme je dis souvent à mes interlocuteurs maintenant, moi, mon arrière-grand-mère est née en Égypte. Alors les Égyptiens, ça leur fait plaisir quand on leur dit ça en plus. On vient tous de quelque part. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, c'est qu'il y a une sorte de boucle qui se boucle. C'est en venant en Égypte que j'ai découvert finalement cette histoire. Je n'aurais pas été en Égypte, j'ai un peu peur que le dossier soit resté quelque part au fond d'une bibliothèque de ma mère, et puis que... Bon, c'est pas ce qui serait devenu après. Et à mon avis, il n'y a jamais de hasard, de toute façon. Mais il était écrit quelque part que cette histoire devait se constituer ici en Égypte en plus. C'est ça qui est quand même fascinant dans cette histoire-là, je trouve. C'est que finalement, c'est en Égypte que cette histoire-là se reconstitue. C'est vrai que j'utilise dans certains de mes rapports avec les autorités égyptiennes cette histoire-là, mais pas tellement sur le sens... vous me devez quelque chose, parce que non, pas du tout. Mais dans le sens beaucoup plus, vous voyez, nos liens sont historiques, ils sont entre la France et l'Égypte. On a quelque chose,
on a plus qu'un simple rapport d'État à État, on a un rapport presque intime avec une vraie histoire commune à un moment donné. Et l'histoire du canal de Suez, que moi je fais volontiers démarrer d'ailleurs pour le coup, non pas forcément à Fernand de Lesseps, mais même au rêve de Bonaparte peut-être, aux travaux d'envoyer une expédition dans cet isthme désertique avec le père pour commencer à faire les premiers relevés, avec cette idée malgré tout que peut-être ça allait pouvoir servir. Ou déjà à cette époque-là, en 1799, quand le père vient avec ses quelques aides pour faire le premier relevé dans des conditions que j'imagine épouvantables, enfin les quelques éléments que j'ai pu en lire, il a fallu qu'ils viennent plusieurs fois parce qu'ils n'avaient plus de réserve d'eau, enfin je veux dire, leurs instruments avaient disparu lors des révoltes du Caire ou coulés dans un navire, et il a fait qu'ils reconstituent leurs instruments. Donc c'est déjà, cette histoire est fascinante déjà à la base. C'est que quand Bonaparte vient ici, je ne vais pas dire il est venu pour faire le canal, non, je ne suis pas naïf, hein, mais il avait ça en tête quand même. Et on se dit quelque part que si l'expédition en Égypte avait duré, peut-être que le canal aurait été construit plus tôt qu'il ne l'a été. Peut-être, je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce rêve de Bonaparte a été réactualisé pendant cette période de à peu près 50 ans, qui va séparer, un peu plus de 50 ans d'ailleurs, 60 ans, qui va séparer le moment où l'expédition en Égypte échoue et où on reprend les travaux, mais on a l'épisode des Saint-Simoniens qui reviennent dans les années 1830, puis ensuite Lesseps qui revient concrétiser ce rêve. Je parle pas d'un rêve parce que finalement c'est l'idée de faire dans un pays, c'est un pays quand même qui ne peut pas laisser indifférent. Et on a l'impression ici que rien n'est réellement impossible finalement. Et je pense qu'au moment où tout le monde se disait le canal de Suez, vous n'y arriverez jamais, c'est les Anglais qui disaient ça, ça a été fait. Le doublement du canal de Suez, 3 ans, non, en 1 an ce sera fait. Ça a été fait en 1 an. Enfin voilà, rien n'est impossible. Et moi je trouve fascinant de voir que finalement, je ne vais pas dire que l'histoire se répète, non, certainement pas, mais que c'est ici que je peux reconstituer l'histoire de mon arrière-arrière-grand-père, et c'est pas de France. Et si je reviens encore sur son expérience, je trouve fascinant que cet homme ait fini à 48 ans par mourir à Porto Rico, même pas en France chez lui. Son corps n'a jamais été rapatrié, il repose quelque part là-bas. Il est mort de la fièvre jaune, brutalement, à peine 2 semaines après son arrivée. Il était là-bas pour faire des travaux sur une voie ferrée qui, d'ailleurs, je pense, n'a jamais vu le jour. Les relevés topographiques devant permettre les travaux de la voie ferrée de Porto Rico. Et 2 semaines après son arrivée, il meurt. Et là, pour le coup, sa mort est documentée. Autant on n'a pas de courrier, vraiment, sur la période de toute sa vie, si je peux dire, sa vie vivante, on a un courrier sur son décès. On a presque les yeux humides quand on dit ça, parce que on imagine pour le coup sa veuve qui va apprendre presque 1 mois après son décès que son mari est mort là-bas. Et donc cette vie de mouvement, en mouvement perpétuel, l'a amené à Porto Rico, il a fini ses jours. Et alors ce qui est fascinant, c'est que le dossier a été conservé parce qu'il est mort loin. Finalement, la seule manière de faire le deuil pour cette famille qu'il laissait, donc sa veuve et sa fille, ça a été de conserver ses archives précieusement. On voit dans certaines des photos sont annotées par sa fille, elle avait 14 ans quand il est décédé, hein, par sa fille, j'ai en tête une photo très belle d'ailleurs, d'Alabia, vous savez, ces bateaux sur le Nil, ces barques à 2 mâts sur le Nil avec une cabine, où elle annote la d'Alabia de papa en 1873. Et elle n'était pas née en 1973 hein, en plus. Il connaissait les risques. Oui, il avait fait effectivement un testament quelques années plus tôt. D'ailleurs, on voit aussi quelqu'un qui se souciait beaucoup de sa famille, peut-être, sans doute à cause de cette vie un peu mouvementée. On voit que sa préoccupation permanente, ça a été d'assurer l'avenir, alors j'ai envie de dire, de son éventuelle veuve et orpheline, en préparant tout pour qu'elles aient un patrimoine s'il devait être amené à décéder. Quand il va épouser donc sa jeune épouse Pauline en 1872, ils font, comme on fait à l'époque, un contrat de mariage. Et ce contrat de mariage est une source de renseignements extraordinaire. Vous avez l'état exact du patrimoine des 2 mariés.
Et autant le patrimoine de sa jeune épouse est plus classique, enfin c'est des Français de France, c'est plus classique, autant le sien est très caractéristique de cette foi en l'avenir, la foi dans le progrès. On a un patrimoine qui se compose quasiment essentiellement en obligations du canal de Suez, tout un tas en fait de actions, obligations, tout un tas de titres liés au canal de Suez. C'est assez fascinant de voir que cet homme qui a travaillé, donc qui travaille, 72, il ne travaille plus d'ailleurs sur le canal de Suez, mais qui a donc à travailler le canal de Suez, avait tellement la foi dans ce qu'il faisait qu'il avait investi son argent dans ce projet. Et quand il se marie en 72, rappelez-vous que la compagnie universelle n'a toujours pas fait de bénéfice. Donc le projet, on est encore un peu comme au temps du tunnel sous la Manche, on se demande si ça va rapporter un jour. Hein. Et pourtant, non, il a mis ses économies là. Lui, il démarre après l'école primaire, donc à Bourges, d'où il est natif, et il rentre d'abord en quelque sorte, à 15 ans, comme apprenti dans les équipes de Paul-Adrien Bourdalouet. Cet apprentissage prend 7 ans, puisqu'il va passer le concours d'ingénieur, donc le concours direct d'ingénieur, en 1962. Donc conducteur de chantier des ponts et chaussées. Donc il va passer ce concours après une période d'apprentissage qui n'est pas une période d'apprentissage ni universitaire, ni passant par le lycée. Non, il va le passer, lui, après avoir appris sur le terrain son métier. Il l'a appris aux côtés d'un ingénieur. Donc je trouve que ce qui est intéressant dans ce parcours, justement, c'est la transmission du savoir sur le terrain avec des gens qui pratiquent le métier. Donc c'est une formation très pratique en fait, qui n'est pas du tout, et très peu théorique j'imagine, certainement pour réviser le concours, mais essentiellement pratique. Et si oui, je ne sais pas s'il y a une leçon à en tirer d'ailleurs en tant que telle. Autre temps, autre mœurs, la population n'est pas la même. On était un pays à cette époque-là de quoi 25 millions d'habitants. Les choses sont complètement différentes. Mais la masse du savoir n'était pas la même non plus. Et lui d'ailleurs, quand il est recruté sur les chantiers du canal de Suez, c'est bien comme conducteur de chantier, mais les tâches qui lui sont confiées sont essentiellement des tâches qui relèvent de sa spécialité à lui, hein, de géomètre topographe. Donc lui, il est là pour surveiller que le canal va être tracé droit et qu'il n'y aura pas de zigzag, voilà. Il aura bien la largeur, la profondeur, que les angles seront... C'est son métier. On sait qu'il fait d'autres choses, parce que dans les documents qu'on a pu retrouver dans les archives du canal, donc de la compagnie, on voit qu'il a effectivement, après, au fil des années, là encore, au fil de la pratique, puisque finalement, la formation même là, c'est sur le terrain qu'il encadre des équipes, il dirige des équipes, et par contre, il reste toujours cantonné dans ses spécialités. D'ailleurs, on voit que quand après ses travaux sur le canal de Suez, quand il va sur le canal de 12, c'est pour faire la même chose, hein, c'est nivellement général, il est toujours avec son trépied, son niveau à eau, ses équipes, ses mires, il est là pour s'assurer qu'on taille droit, quoi. Donc je ne sais pas si on peut en tirer une conclusion en tant que telle, simplement qu'il n'y avait pas un seul, déjà à l'époque, on n'était pas ingénieur en passant uniquement par l'école des ponts et chaussées, on était ingénieur parce qu'on était soit passé par l'école des ponts et chaussées, soit parce qu'on avait suivi cet apprentissage sur le terrain, mais sanctionné à la fin par ce concours qui vous accordait le titre délivré par les ponts et chaussées pour le coup. Bourdalouet, je ne serais pas étonné de savoir qu'il y a eu des liens entre les deux familles. Non, moi je m'amusais, d'ailleurs je le mentionne un peu dans le livre que j'écris, mais à m'imaginer qu'il avait pu croiser probablement dans les rues de Bourges à un moment donné, peut-être Georges Sand, parce que on sait qu'elle était quand même plusieurs fois à Bourges pour ses procès de séparation avec son mari notamment, qui est tombée d'ailleurs amoureuse aussi d'un avocat de Bourges. Et pour faire un dernier écart sur Bourdalouet, quand Henri Aladenise fait le relevé topographique de Clermont-Ferrand, ça nous change un petit peu de direction, mais enfin, il garde en référence certains des repères qui avaient été posés à l'époque par les équipes de Bourdalouet à Clermont-Ferrand, et il les mentionne dans son opuscule publié. Toujours amusant de voir que, et là en 1882, il garde toujours la mémoire de son mentor. Enfin, sur le plan administratif, finalement, c'était pas non plus trop de paperasse. On va peut-être conclure de manière comme ça. Il n'y a pas trop de paperasse finalement.
Par contre, c'est des documents qui sont, alors ils sont d'abord bien classés, hein, je vais dire tout de suite, hein, quand même pour rassurer tout le monde, ils sont très bien classés, mais ils sont surtout, c'est des excellents éléments de renseignement, non seulement de la vie professionnelle de l'individu qui est concerné, mais de la vie tout court de la personne. Parce que l'essentiel des documents sont les documents qui sont ces fiches d'évaluation sur les années qu'il a passées. Donc ça décrit très bien le travail qu'il fait, le travail qui lui est confié et la manière dont il effectue. Et surtout, vous suivez toute la ligne hiérarchique en même temps qui annote le dossier entre le responsable de la division et ça va jusqu'à voisin B, donc qui valide en quelque sorte avant que ça passe quand il y a une demande d'augmentation, une proposition d'augmentation ou de prime, ça repasse ensuite au comité exécutif à Paris là. Et donc, c'est très intéressant de voir ces documents qui sont très précis. J'ai envie de dire, on voit que c'est une entreprise, hein, on ne va pas perdre de temps dans des circonvolutions. C'est très précis. On sait ce qu'on veut, on juge quelqu'un, on suit son déroulé de carrière vraiment année après année. Au sein de... D'ailleurs, ce qui est très satisfaisant quand on le voit avec le recul des années, c'est qu'on voit d'abord qu'il était bien évalué, qu'on était content de son travail, qu'il a été régulièrement augmenté. Donc non, à la fin, on est très content de voir ce dossier. Et au moment où il part, alors il part avec une prime dite de licenciement, puisque alors il est oublions pas, il est ingénieur géodésique. Quand le canal est terminé, ben par définition, on n'a plus vraiment besoin d'un ingénieur géodésique. Hein. Ça y est, le canal il est fait. On n'a plus besoin. Lui, il voit pas trop ce qu'il pourrait continuer à y faire, manifestement, et il fait partie de ces gens qui vont chercher une deuxième carrière, pour le coup, en Égypte. Donc, effectivement, toujours, c'est un autre chantier, d'ailleurs, hein, c'est bien le cas. Au moment où il va partir, il reçoit une prime de 9000 francs de l'époque. Cette prime, on est en 1870. Hein, le canal a été inauguré en novembre 69. Quelques mois après, donc on est en train de liquider un peu la situation des gens qui ont travaillé sur le chantier proprement dit. Rappelez-vous, 70, c'est aussi la guerre franco-prussienne. Il faut imaginer que les informations ont dû arriver avec un léger retard. Quand la guerre éclate, il est déjà sur le chantier du canal d'eau douce. Cette prime de 9000 francs, on sait qu'il va l'investir intégralement. Alors je dis investir, le mot n'est pas juste, parce que ce n'est pas un investissement pour le coup en termes de rentabilité. Il va l'investir immédiatement dans le grand emprunt national qui a été lancé par Adolphe Thiers pour payer les indemnités de guerre à la Prusse. Donc quand en juillet 71, je crois que c'est en juillet, Adolphe Thiers lance le premier emprunt, il y aura deux emprunts pour liquider la grosse indemnité de 5 milliards de francs or que la France va devoir à la Prusse, à l'Allemagne. Il va investir l'intégralité de sa prime de licenciement dans l'emprunt, le premier emprunt de 71 donc, pour participer. Alors, il n'a pas pu participer à l'effort de guerre, il était trop loin. Il participera à l'effort de libération du territoire des troupes d'occupation. Et on retrouve d'ailleurs une référence à cette période quand il va se marier en 72, donc un petit peu plus tard, où le curé qui le marie, dans l'homélie qui a été imprimée, c'était amusant parce qu'à l'époque on imprimait les homélies, donc on a gardé la trace de l'homélie. Alors une homélie qui est très grandiloquente, il faut imaginer, mais il y a une référence qui est faite à cette période-là et au fait qu'il a participé justement à cette, qu'il a investi, disons, dans cet effort de libération du territoire. Voilà. Et pour l'anecdote, son beau-père lui-même a commandé, mais n'a pas pu partir au front, la garde civile de Vichy et d'Allier après. Et quand la garde mobile était prête à partir, la guerre s'est terminée. C'est une belle histoire, ouais. C'est une histoire que je suis content d'avoir redécouvert et de faire partager à mes enfants notamment. La division du chantier en division, puis sous-section, etc. fait effectivement penser, je pense, à un mixte d'ailleurs, j'ai présumé dire. Chemin de fer, j'imagine, alors je ne connais pas les chemins de fer en tant que tels, mais j'imagine aussi que les chemins de fer, vous avez des portions, c'est divisé en portions. On imagine tout à fait qu'un canal de plus de 160 km, lui aussi va être divisé dans sa construction en différentes sections, sous-sections, etc. Lui, on sait qu'il est rattaché à la division de Esguisre,
et à la section de El Kantara. Donc je m'apprête à traverser le canal bientôt, donc je serais très curieux de voir ces endroits-là, justement, en me disant qu'il y a été. On sent aussi que quand il y a eu la reprise en main du chantier par Voisin B pour reprendre le chantier en régie directe, on pense qu'il a fallu quand même réorganiser profondément le travail sur le chantier et que certainement il y a dû y avoir quand même, si on veut dire, quelques inspirations d'ordre organisation militaire pour que les choses se remettent en place. Il y a eu cette période du démarrage du chantier qui a été quand même chaotique. Quand au bout de 3-4 ans, les choses sont reprises en main, ça ne s'improvise pas. Si on ne met pas un peu de rigueur et qu'on ne prend pas en main ça à une méthode, je veux dire, quasi militaire, je pense qu'ils auraient du mal à terminer. L'Égypte, il faut quand même avoir en tête, avait depuis la prise du pouvoir par Mohamed Ali, déjà, si je puis dire, c'était déjà engagé dans une tradition ou un travail de modernisation, et déjà avec l'apport d'ingénieurs, souvent français d'ailleurs. Je garde quand même en mémoire différents exemples, mais n'oublions pas que la médecine en Égypte a été fondée par un Français, qui a été totalement égyptianisé d'ailleurs, Claude B. Et vous retrouvez comme ça plusieurs, que le chemin de fer, là c'est les Anglais, mais à l'initiative, on a quand même des Égyptiens. Je veux bien que les ingénieurs soient français, mais les Égyptiens ont l'intelligence de connaître à ce moment-là, un, leurs limites, mais deux, ce qu'ils veulent faire. Et il y a une stratégie. Donc, j'aurais jamais l'audace de dire ils n'étaient pas capables de le faire et il n'y a que des Occidentaux qui auraient été capables de le faire. J'aurais certainement pas cette audace. Je pense qu'au contraire, c'est un pays en tout cas, qui avait conscience de ce qu'il voulait faire, où il voulait aller. Donc, il était capable de mettre en place cette stratégie. Il savait quelles étaient ses limites, mais en même temps, il savait que pour passer ses limites, il fallait envoyer en Europe, en France en l'occurrence souvent, plusieurs de ses cadres d'avenir. Et je pense par exemple, parce qu'il est cité dans un des ouvrages de mon arrière-grand-père, à Ali Moubarak Bey, Ali Pacha Moubarak, qui va devenir ministre, je crois bien, des Travaux publics, si je ne me trompe pas, du Khedive Ismaïl, mais qui a été envoyé en France pour faire son apprentissage et revenir avec ce savoir qu'il va pouvoir utiliser ensuite pour... Mais à cette époque-là, on n'envoyait pas des ordres d'ingénieurs. Donc on envoyait 2 ou 3 qui étaient là chargés de porter la future stratégie et d'encadrer ces stratégies. Et ensuite, on avait recours à beaucoup d'ingénieurs, notamment français, qui sont venus là, mais sous les ordres des autorités égyptiennes pour mettre en œuvre. Que ce soit Pierre Grand, quand on travaille à la modernisation du Caire, qui va être l'urbaniste appelé par les Égyptiens, mais pour un projet égyptien. On est chaque fois sur des projets qui sont des projets égyptiens, mais avec un apport de savoir venu de l'extérieur. Mais cet apport, il est là pour servir une stratégie. Il n'est pas là pour dire « je vais vous montrer comment il faut faire ». Et ce que je veux dire, c'est pas... on a beaucoup d'exemples. Je veux dire que Linan de Belfond est aussi un bon exemple de ces gens que l'Égypte a su remarquer, a pris à son service et qui ont travaillé. L'irrigation, tous les grands travaux d'irrigation qui ont été menés à cette époque-là sous Mohamed Ali, notamment d'ailleurs avec Linan de Belfond pour le coup, sont des travaux qui ont été d'abord des travaux voulus par l'Égypte. Donc on est quand même sur des stratégies qui sont, je pense moi, mises en œuvre peut-être par des apports extérieurs, mais pensées, désirées par l'Égypte elle-même, avec une stratégie qui est vraiment une volonté de modernisation qui va l'amener d'ailleurs à sa ruine, parce qu'à un moment donné, on a les moyens, il faut avoir les moyens de ses ambitions, mais néanmoins, un gros bond a été fait à ce moment-là, et c'est quand même bel et bien sous l'égide ou la vision de plusieurs dirigeants égyptiens de l'époque.